Merci bien de cette passionnante interprétation. Et on va la réponse de Anne-Sophie Lapointe qui va nous faire sa présentation. Et on fera la discussion globale après. Ces diapositives se suivent, je crois. Hein. Pardon, pas de problème alors si elles se suivent. Aucun. On fera les questions après, après Anne-Sophie. Hop, donc. Ah, il faut un temps. Pardon. Donc, mise en place de la labellisation, la nouvelle labellisation, et donc on a repris ce logo de Santexpo, engagé à vos côtés. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le lien avec le ministère de la Santé et de la Prévention et avec la DGOS. Un petit rappel, parce qu'on est à la fin du 3e plan maladie rare, avec toujours des ambitions importantes en termes de diagnostic, de traitement, mais aussi tout ce qui importe le patient sur sa qualité de vie, le lien, je dirais, avec son parcours de vie et ce qu'il en est. On doit pour cela communiquer, informer et former. C'est très important de donner de la visibilité à nos maladies rares. Et la question de la formation de tous les types de professionnels, et pas que les professionnels, également des patients experts, le lien, la formation que les associations peuvent faire aussi vers les cliniciens. On voit bien l'importance de construire des programmes d'éducation thérapeutique du patient ensemble, toute la dynamique que cela donne. Et puis dans la modernisation des organisations, c'est justement, notamment dans les filières, l'implication des associations de patients, la co-construction de beaucoup de nos actions, notamment l'ETP, toute la relecture et tout le travail aussi fait par les associations pour les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc dans juste 2 minutes pour les maladies rares, on a eu depuis 20 ans à cœur de donner d'abord de la visibilité à nos réseaux de centres experts, c'était le premier plan. La coordination avec l'arrivée il y a presque 10 ans des filières de santé maladies rares qui vraiment aident, et j'ai noté tout à l'heure dans tout ce qui a été présenté déjà ce matin, la notion de transversalité. Je crois que c'est essentiel et on voit bien le soutien de la filière, elle est dans cette idée de transversalité. On voit bien les ressources, notamment mis à disposition, comme les psychologues, comme les assistantes sociales. C'est vraiment dans cette idée de transversalité. Donc c'est vraiment un vrai plus. Et puis dans le 3e plan maladie rare, on s'est beaucoup reposé sur et soutenu, on a été soutenu, je dirais, dans ce sens-là, par les filières de santé maladies rares et la Banque nationale des données maladies rares, parce qu'il y a un enjeu autour de la collecte des données. Donc c'est quelque chose qui existe dans votre filière avec des registres propres. Et donc vous avez eu une présentation avec aussi à disposition du temps de Arc et Tech qui est pour vos registres propres. Mais ce que je rappelle chaque fois à Guillaume, chaque année, c'est que c'est vraiment en lien aussi ce financement avec le fait qu'il faut aussi remplir dans Bamara pour les centres de compétences et les centres de référence. Donc c'est lié aussi à ça qu'il y a ce financement de la DGOS pour vos registres propres plus recherche dans la filière. Donc à l'issue de ce 3e plan, on a une dynamique très forte qui s'inscrit pour les protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui sont publiés sur le site de l'HAS. Il y en a plus de 300. Il y a 5 ans, au début du 3e plan, on était à une cinquantaine de PNDS, on a plus de 300 maintenant, donc je pense qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai succès, et c'est votre travail à vous, c'est vraiment ça. Nous, on aide pour la coordination, pour des financements, etc. Mais il faut que le travail soit fait et on a bien conscience de la charge que ça peut poser aussi pour vous. Tout le travail autour de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Je dirais qu'avant, pour les maladies rares, c'était le parent pauvre, c'est-à-dire que les seules maladies rares qui pouvaient prétendre à des programmes ETP, c'était là où il pouvait y avoir parfois un traitement, qu'il pouvait y avoir un soutien institutionnel d'industriels, et on sait que dans beaucoup de nos maladies rares, pour 95%, il n'y a pas de traitement. Donc c'était aussi une inéquité entre maladies rares de pouvoir prétendre à construire un programme de TP. Donc ça aussi, on a donné des moyens pour cela. Et puis, on a donc cette structuration vraiment importante avec ce lien entre les filières, les centres de référence. Et les centres de référence sont bien sûr sont le maillon indispensable puisque c'est elles qui donnent notre boussole, c'est elles qui voient les patients. Donc centre de référence et centre de compétences au sens élargi, mais c'est essentiel. Et
puis le dernier point, au niveau de la recherche, on doit toujours creuser plus avec une recherche de plus en plus participative et pour intégrer, je dirais, des travaux avec les patients dès le début, même dans la constitution des bases de données ou bien dans les critères, les endpoints pour des essais cliniques. On a 55 actions à coordonner dans ce troisième plan maladie rare. Juste pour vous dire que dans le PNMR4, puisque c'est aussi je dirais un petit point là-dessus, le quatrième plan maladie rare qui a été validé par notre cabinet, on peut travailler dessus et donc on demande à chaque filière aussi de nous faire des remontées sur qu'est-ce qui a manqué dans le troisième plan et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le quatrième plan. Donc nous, c'est important d'avoir cette remontée. Et dans cette construction, on a des actions qu'on va continuer. L'Observatoire du diagnostic, l'Observatoire des traitements, tout ce qui va être en lien avec les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, l'éducation thérapeutique du patient, ce sont des mesures qui vont continuer et qui sont déjà budgétairement, on a ça dans nos tuyaux et on a déjà les financements pour, donc on se positionne. Surtout, n'arrêtez pas cette très très belle dynamique qui est essentielle. D'un point de vue beaucoup plus global, vous avez ça, c'était la vision d'avant, avant la nouvelle labellisation. Donc je vais partir vite, mais pour vous dire qu'on a en Europe quand même un réseau très structuré et avec la deuxième... avec le troisième plan maladie rare, on a un nouveau venu qui est les plateformes d'expertise maladie rare et on voit que lors de la labellisation, elles ont vraiment joué leur jeu. Alors je suis désolée, j'ai pas mis le petit logo de l'ARA, mais nous avons aussi une plateforme plus territoriale qui est la plateforme de la région Grand Est est basée à Strasbourg-Est. Mais sous l'impulsion de la chef de projet de Nancy, il y a déjà un positionnement très clair de Nancy sur son territoire. Et donc, on a la chance avec Anastasia d'être déjà là. Donc, je n'ai pas mis son logo, je m'en excuse, mais je n'ai pas oublié son travail. Donc, voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que vous avez le travail de la filière et puis vous avez aussi au niveau... territorial, pardon, à vous appuyer sur ces plateformes d'expertise maladie rare. Elles ont beaucoup aidé pour Bamara, pour la labellisation, etc. Elles sont de plus en plus vraiment stables. Il y a une pérennisation. La plateforme Paris Nord a vraiment aussi énormément aidé. Marine, je te remercie pour aussi ce travail. Donc on voit que la dynamique, elle doit se faire à l'écoute des besoins sur place, en lien avec les filières et que les deux actions sont complémentaires et ne se superposent pas du tout. Il y a vraiment un travail en bonne intelligence à faire tous ensemble. J'ai simplement voulu vous parler 2 minutes de gros mots d'argent, simplement pour vous dire qu'on est le seul pays européen qui finance autant sa stratégie maladie rare. Notre enveloppe du ministère pour l'ensemble des maladies rares est de 175 millions d'euros par an. Donc c'est quelque chose qui est important. Et on s'est engagé aussi avec la nouvelle labellisation et le fait qu'on ait plus 28% de centres de référence maladies rares en plus, à pouvoir augmenter cette enveloppe de financement des centres à plus 28%. Donc il faut vous imaginer l'ampleur de ce qu'on demande en augmentation pour pouvoir aligner notre budget maladie rare. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai remis en bas ce qui avait été donné pour l'ensemble des centres de référence de votre filière. On est à presque 3 millions d'euros par an. Et pour la filière, avec les différentes actions sur l'Observatoire des traitements, des diagnostics, l'AMIC de la filière, on est un peu plus de 615 000 euros. Et puis ensuite, on a des soutiens spécifiques via des appels à projets que l'on a mis en place. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les 2 premiers plans. Et je pense que c'est ce qui a donné un appel d'air parce que ces financements peuvent aller aussi vers des centres de compétences maladies rares, vers des centres de référence maladies rares. Ce n'est pas des financements qui sont dédiés qu'à la filière. Il y a vraiment cette idée de maillage et de rebasculement. Donc c'est important pour nous de vous dire qu'on continuera dans le 4e plan à s'appuyer là-dessus. Voilà aussi pour le 3e, pour cette année, une prolongation et un financement supérieur. Donc pour la filière, justement pour les PNDS, l'ETP et les RCP, donc c'est ce qui permet dans cette année de transition entre le 2e et 3e plan, ce qui vous permet de pouvoir ne pas vous arrêter et de rester dans cette dynamique
avec des financements ad hoc. Donc notre calendrier prévisionnel, je dirais, d'application de la labellisation, on a donné les résultats post-jury. Donc ça, c'est exactement ce que Julie a fait. Et elle ne pouvait pas présenter autre chose. C'était parfait. Donc 23%, c'était effectivement 23% en plus de nouveaux centres. Donc vous imaginez, ça fait quand même une enveloppe importante. Et puis on a fait un travail. On avait eu un temps avec les filières. Et on a eu un travail avec l'ensemble des filières, avec un genre de commission d'harmonisation, avec le président et le vice-président du jury, puisque à la fin, la décision finale est portée par le ministère et par notre direction générale à la DGOS. Et donc, on a eu ce travail, on a réévalué certains dossiers, et donc, ce qui fait que je vous présenterai les dossiers, on arrive à plus 28% maintenant à la fin pour cette nouvelle labellisation. Donc, il va falloir accompagner. Ce financement arrivera à partir de janvier 2024. Il sera lors de la première circulaire 2024. Et on fait tout un travail en ce moment, notamment avec les plateformes d'expertise maladies rares, où vous avez les directions financières qui souvent sont là à nos réunions. Il va falloir anticiper ces recrutements. Et nous, on doit pouvoir donner à vos directions financières aussi des signaux très clairs des centres labellisés, de ce que ça donnera déjà pour la part fixe, qu'ils soient bien assurés, qu'ils auront ça pour pouvoir commencer à faire les fiches de poste, les recrutements, parce que l'idée, c'est que vous puissiez avoir les moyens, dès 2024, de travailler et de ne pas avoir un an de retard et de pouvoir faire votre travail qu'à partir de 2025 pour les nouveaux centres. Donc voilà le calendrier. Je ne reviens pas parce que c'était remarquable ce que Isabelle a présenté sur tout ce qui est trio d'experts et le travail. On a vraiment... vous avez eu de la chance parce que le jury d'experts était avec des spécialistes maladies rares pour 9 personnes sur 10, et la 10e était une pédiatre néonatologue, donc qui quand même pouvait connaître votre champ et qui a travaillé très longtemps à l'hôpital. Donc c'était vraiment un jury de spécialistes, et pendant toute la semaine de jury qu'on a eue, tous les dossiers ont été revus, même vers le dossier initial. On ne s'est pas appuyé. Les grilles étaient quelque chose pour nous évaluative, elle nous donnait une idée de la tendance, mais on n'a jamais validé par rapport à une note, parce que sinon c'est beaucoup trop stringent, ça dépend trop de ce trio d'experts et c'est pas équitable. Donc c'est pour ça que tous les dossiers ont été revus, et c'était pas forcément, ça nous donnait une tendance, mais on s'est jamais arrêté sur cette fameuse note. Donc voilà le côté global. On partait de 471 centres financés. Le dépôt des dossiers, on est arrivé au mois d'octobre avec plus 44%. Donc pour le résultat de la labellisation, donc on est en synthèse par ARS, le total post-jury et post-validation des GOS. Donc là, c'est vraiment une carte qui est maintenant le reflet exact de la labellisation. Donc on a vraiment une dynamique très importante. On a aussi suivi l'outre-mer. On a souhaité les soutenir et les accompagner parce qu'ils sont face à des problématiques vraiment spécifiques. Donc il y a aussi un fort soutien à l'outre-mer qui a été demandé. Et donc cette commission d'harmonisation, je dirais, a permis, je vous donne les sites, a permis de réévaluer quelques dossiers de centres de référence maladies rares. Voici la répartition territoriale des dossiers qui ont été revus. Et donc on arrive maintenant à 603 centres de référence et de CRC labellisés. Donc c'est plus 28%. Donc on voit cette dynamique importante. Donc voilà le calendrier, j'en ai parlé tout à l'heure. On a un gros travail sur les centres de compétences. Donc vous êtes moins concernés, mais on doit maintenant, entre maintenant et un retour qui sera attendu vers mi-juillet, revoir chacune des filières parce qu'on a à peu près 80 centres de compétences qui, pour certains, n'ont rien écrit dans leur file active ou parfois écrit 4-5 patients qu'ils voyaient par an. Donc on se voit mal mettre dans un arrêté de labellisation des centres qui ne seraient pas quand même vraiment experts. Donc on se doit de faire ce travail vers chaque filière avec le CRMR coordonnateur pour bien valider. Il peut y avoir un défaut de remplissage. Pour une autre filière, on a eu un sujet, on a quelques SSR qui ont pu, maintenant je crois que c'est SMR, qui ont pu concourir. Dans ce SSR
n'avait rien rempli de sa file active. On a pu voir que c'était dû à une charge de travail, etc. On a pu comprendre pourquoi, mais il y avait bien derrière des malades et leur expertise était essentielle. Donc on doit faire ce travail parce que l'arrêté de labellisation, l'idée n'étant pas de le refaire à chaque fois, tous les 2 mois, il faut qu'il soit vraiment très juste sur l'intitulé et le nom et le nom de centre. Donc on fait cela. Donc l'idée c'est une publication de l'arrêté de labellisation à l'été. Donc, ne l'attendez pas en juillet, je pense que ce sera plutôt le 1er septembre. Mais ce sera une officialisation. Mais ce qui est sûr, c'est que tous nos chiffres maintenant sont validés. Donc, tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous dit, tout ce que la filière a comme périmètre, c'est quand même officiel. Hein. Vous êtes vraiment officiellement labellisé. Nous, on a eu notre validation. Donc, vous pouvez souffler. Vous n'avez pas besoin d'attendre cet arrêté de labellisation pour déjà vous organiser, avoir des financements par la filière. Nous, ça ne nous pose aucun problème. Donc voilà cette dynamique. On a fait un petit chiffre par rapport aux files actives qui étaient recensées dans la BNDMR en 2021 et le ratio par rapport au nombre de centres de référence que vous aviez, de centres de référence financés. Et donc on arrive à un ratio de 1000 patients dans les files actives. Évidemment, ça dépend après des centres de référence, mais vous êtes confortable, je dirais, en termes de file active, de nombre de patients rentrés dans Bamara, sauf si dans Bamara, vous êtes très très loin de la réalité du nombre de patients rentrés. Donc il y a juste ça, puisque moi, ça a été mon critère pour faire ce petit ratio. Donc voilà, vous avez de nouveaux centres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai moi aussi ma cartographie où j'ai mis aussi les centres de compétences maladies rares, avec les nouveaux, les anciens, et puis les nouveaux constitutifs. Donc voilà toute cette dynamique, et je pense que c'est une grande chance de pouvoir avoir une visibilité avec de nouveaux centres coordinateurs. Voilà un peu les autres filières qui aussi ont des nouveaux centres de référence coordinateurs. Chez Andirard, c'est un petit peu différent, puisque ça a été 2 centres qui existaient déjà, mais qui ont revu un peu leur périmètre, notamment pour le spénia bifida et les troubles du comportement d'origine génétique. Et donc on voit aussi que cette dynamique de nouveaux centres de référence coordinateurs, on la retrouve quand même dans beaucoup de filières, et c'est une très très bonne chose. Donc merci déjà pour ce travail. Je finis pour le 4e plan maladies rares parce que c'était le sujet d'aujourd'hui, mais je peux difficilement vous parler de choses qui ne sont pas concrètes. Mais la première action du PNMR 4, c'est effectivement cette labellisation des centres de référence maladies rares, puisque ça va être la première mesure et qu'on espère que notre 4e plan maladies rares sera lancé au 1er semestre 2024. Donc il y aura vraiment un alignement, je dirais, entre cette dynamique avec des nouveaux centres et un nouveau plan maladies rares. On a parallèlement une évaluation du plan par le Haut Conseil de la santé publique et de la recherche. Pour nous, c'est important. Il nous donne ensuite des tendances aussi, des directives. Donc on a ce travail, on aura ce rapport, mais déjà au mois de septembre, on aura de bonnes idées sur ce qu'il faudrait en prospective dans le 4e plan maladies rares. Et donc un lancement du plan, on espère, en début premier trimestre 2024. Voilà les axes qui ont été identifiés. C'est vraiment des enjeux de territorialité, que ce soit autour de vos centres sur votre territoire et puis au niveau de l'Europe. Évidemment, toujours cette place des RCP, c'est toujours cette idée de travailler ensemble, d'avoir cette articulation. Dans cette articulation ville-hôpital, vraiment, le champ du médico-social a une part importante. On a tout un axe diagnostic, toujours avec la continuité de l'articulation avec le plan France Médecine Génomique. Et puis, dans ce 4e plan maladies rares, on voudrait mettre plus la part à l'innovation avec les biothérapies. C'est quelque chose d'important. Je me permets, je suis frappée, je trouve que dans votre filière, les laboratoires de diagnostic ont vraiment une belle place et vous avez été plusieurs à témoigner de votre appartenance au labo diagnostic. C'est quelque chose qui était le parent pauvre du 3e plan maladies rares. On souhaite vraiment construire des actions dans le 4e plan maladies rares articulées entre les centres de référence maladies rares et les labos diagnostiques.
que ce soit peut-être sur les VOUS, sur les réinterprétations, il y a plein de sujets. Moi, je suis preneuse d'idées parce que je ne sais pas comment on peut l'articuler. Je sais que l'Agence de biomédecine nous rejoint sur ce sujet-là. On voudrait construire quelque chose. Donc, comme je vois que vous avez une très belle dynamique labo, je serais vraiment preneuse de vos actions concrètes qui passeraient par le lien avec les centres de référence, parce que nous, c'est notre justification pour pouvoir financer. On ne peut pas financer directement un labo, il faut que ce soit vraiment avec le lien avec le centre de référence maladies rares, mais je sens qu'il y a quand même des choses à faire dans ce sens-là, et on veut vraiment le faire pour le 4e plan maladies rares. Donc voilà les présentations un peu à la hussarde. Je suis désolée pour toutes ces informations, et bien sûr, le temps des questions, il n'y a pas de problème pour prendre un temps quand même en toute... Merci beaucoup Anne-Sophie. Je voudrais, d'abord, il va y avoir un peu de temps pour les questions, mais je voudrais quand même prendre cette occasion pour te remercier